L'âge d'or d'Hollywood n'était pas seulement une époque de films et de stars glamour, mais aussi une période de coups de publicité scandaleux. Les studios et les agents de presse orchestraient des événements faux, des dissimulations scandaleuses et des stratagèmes sensationnels pour promouvoir leurs acteurs et films. Bon nombre de ces coups franchissaient des limites éthiques, impliquant la tromperie, des tactiques de choc ou l'humiliation personnelle, tout cela pour faire la une des journaux. Voici un rapport détaillé sur certaines des cascades publicitaires les plus notoires de cette époque, chacune avec sa description, les acteurs ou studios impliqués, le contexte et la motivation, la réaction du public et l'impact à long terme sur les carrières ou la perception publique. Mariage de convenance. Le mariage arrangé de Rock Hudson avec Phyllis Gates. Les studios de l'âge d'or d'Hollywood ne se contentaient pas de créer des fantasmes à l'écran. Ils fabriquaient aussi parfois des illusions hors écran, surtout pour cacher des aspects de la vie personnelle d'une star qui pourraient nuire à leur attrait au box-office. Un excellent exemple de ce type de coup médiatique fut le mariage arrangé de l'acteur Rock Hudson avec la secrétaire de son agent, Phyllis Gates, en 1955. Il s'agissait d'un mariage de convenance classique, une union orchestrée pour dissimuler l'homosexualité de Hudson à une époque où être ouvertement gay était un tabou à Hollywood. Rock Hudson était un acteur en pleine ascension dans les années 1950, connu pour son image de grand et beau gars tout américain. En coulisses, cependant, Hudson était gay, et son studio, ainsi que son agent personnel, étaient désespérés de garder ce fait secret. En 1955, des rumeurs sur la vie privée de Hudson ont commencé à circuler dans les colonnes de potins, et des tabloïds comme Confidential Magazine se préparaient à l'exposer. Un mariage entre Rock Hudson et Phyllis Gates, qui était commodément la secrétaire de Wilson. La cour fut rapide et largement mise en scène. Gates avait été vu en public avec Hudson quelques fois, et en novembre 1955, les deux se sont mariés discrètement à Santa Barbara. La cérémonie était petite et gardée secrète jusqu'après l'événement. Immédiatement après que Hudson ait dit « oui », Wilson a téléphoné aux puissantes journalistes de Potin, Ada Hopper et Louella Parsons, pour annoncer que le célibataire le plus convoité d'Hollywood était maintenant un homme marié. Le studio a ensuite alimenté la presse avec un flux constant d'images domestiques saines. Hudson et Gates en lune de miel, dans leur vie de foyer chaleureuse, etc., avec des magazines de fans publiant des citations comme « Le mariage s'est révélé être tout ce que j'espérais » et plus encore. Hudson. Acteur, studio impliqué. Rock. Hudson était l'acteur au centre. Phyllis Gates, bien que non actrice, est brièvement devenue une figure publique, en tant que Madame Hudson. Henry Wilson était le principal architecte, sans doute avec la bénédiction des studios Universal, qui avaient Hudson sous contrat. À l'époque, les studios géraient soigneusement l'image des stars, et Universal investissait en Hudson comme une grande star romantique. Les chroniqueurs de Potin étaient également impliqués indirectement, étant cooptés dans le plan. En leur donnant l'exclusivité sur le mariage, Wilson s'est assuré qu'ils joueraient le jeu et le présenteraient sous un jour favorable, plutôt que de fouiller davantage dans la vie privée de Hudson. Contexte et motivation. Le contexte était un Hollywood où l'image était primordiale. Un acteur principal homosexuel dans les années 1950 était considéré comme impossible. Les studios craignaient que si le public féminin soupçonnait que le séducteur à l'écran n'était pas intéressé par les femmes dans la vie réelle, cela détruirait son attrait romantique et le succès financier de ses films. De plus, l'homosexualité était stigmatisée et souvent assimilée à un scandale ou à une déviance morale à cette époque. L'image masculine, propre et soignée de Hudson, avait été soigneusement construite, et protéger cette illusion était primordial. La motivation, donc, était d'étouffer les rumeurs naissantes et de satisfaire les attentes du public. En mariant Hudson, le studio et l'agent espéraient répondre aux questions agaçantes. Pourquoi cet homme magnifique n'est-il pas pris? Et faire taire les rumeurs. C'était un coup de pub proactif pour maintenir un récit fictif de la vie personnelle de Hudson, en harmonie avec son image à l'écran. Henry Wilson était connu pour de telles tactiques. En fait, organiser des relations pour ses clients faisait partie de son modus operandi. Dans le cas de Hudson, l'arrangement avec Gates était si calculé que Wilson avait même chorégraphié leurs interactions. Comme le note un récit, Wilson a chorégraphié tout, du mariage à la publicité de la lune de miel. Gates elle-même,
Plus tard, elle a dit qu'elle aimait vraiment Hudson. Mais beaucoup de leurs sorties publiques étaient orchestrées par la presse, comme des scènes dans un film. Censeur et décolleté. La controverse de The Outlaw de Howard Hughes et Jane Russell. Dans les années 1940, une cascade publicitaire scandaleuse s'est déroulée autour du film The Outlaw et de sa nouvelle star voluptueuse, Jane Russell. Cette cascade, orchestrée par l'excentrique producteur-réalisateur Howard Hughes, impliquait de repousser les limites sexuelles à l'écran, puis d'utiliser la bataille de censure qui en résultait comme outil de marketing. C'était un exemple classique qu'il n'y a pas de mauvaise publicité. The Outlaw était un film western mettant en vedette Jane Russell, âgée de 19 ans, dans son premier rôle. Hughes est devenu obsédé par la mise en valeur des attributs physiques de Russell dans le film. Il a célèbrement conçu un soutien-gorge spécial pour Jane Russell afin de souligner sa silhouette, une histoire d'ingénierie qui est devenue elle-même partie de la publicité. Comme Hughes l'avait anticipé, les plans osés de Russell dans le film fini ont enfreint le code Hays des censeurs. Joseph Brain, le principal censeur d'Hollywood, s'est opposé au fait que les seins de la jeune femme sont outrageusement mis en évidence dans le film. Hughes s'est engagé dans un long bras de fer avec l'administration du code de production, retardant la large sortie du film. Plutôt que de fuir ce problème, Hughes l'a utilisé comme arme de publicité. Il a divulgué et exagéré le différend de censure, générant des articles sur le fait que les censeurs ne veulent pas que vous voyiez Jane Russell. Il a recouvert les villes de panneaux d'affichage provoquant de Russell, aguichant le public avec des phrases comme « Envie de bousculer Russell ?» Hasil, il a également organisé des séances photo publicitaires, la plus célèbre étant celle de Russell, allongée sur un tas de foin, jupe relevée pour dévoiler ses jambes, avec un regard sensuel, qui est devenue l'une des images les plus controversées de Hollywood des années 1940. Hughes a retardé la sortie générale pendant des années, tout en maintenant le battage médiatique. Russell, sous contrat, a passé 2 années à faire des apparitions dans la presse pour promouvoir le film, gagnant le surnom de « l'actrice à l'image immobile », parce que le film était bloqué par les censeurs pendant qu'elle faisait des apparitions publiques. Howard Hughes était le meneur, et Jane Russell était le centre involontaire de la cascade. Le film a initialement eu une première limitée en 1943, mais n'a pas été largement distribué avant 1946 par l'intermédiaire de United Artists en raison de problèmes de censure. La société de production de Hughes était derrière cela. Ce n'était pas un coup officiel par un grand studio, mais cela avait tout l'aspect de la couverture de L'Enfant secret, Loretta Young, et l'adoption par Clark Gable. Toutes les opérations publicitaires n'étaient pas destinées à créer du battage médiatique. Certaines visaient à cacher un scandale. Un exemple célèbre impliquait l'actrice Loretta Young et le séducteur Clark Gable dans les années 1930. Leur coup était essentiellement une dissimulation orchestrée d'une grossesse hors mariage, une histoire d'adoption fictive, fabriquée pour préserver leur image publique irréprochable. En 1935, pendant le tournage de L'Appel de la forêt, Loretta Young, célibataire, a eu une brève aventure avec son co-vedette marié Clark Gable, ce qui a entraîné la grossesse de Young. À cette époque, une grossesse hors mariage était considérée comme un scandale mettant fin à une carrière. Pour éviter le déshonneur public pour les deux stars, Young a disparu d'Hollywood jusqu'à ce qu'elle accouche secrètement, puis a concocté un plan. Elle a prétendu avoir adopté une petite fille d'un orphelinat en 1937. En réalité, sa propre fille biologique de Gable. Le studio et ses agents ont soutenu cette fiction. Young a même organisé des séances photos, la montrant comme une femme célibataire compatissante adoptant un bébé, ce qui a présenté le récit comme un acte de charité, plutôt qu'un scandale. Loretta Young a orchestré l'histoire de couverture avec la probable connaissance de son studio, et possiblement du studio de Gable, puisque Gable était l'une des stars les plus précieuses de MGM. Gable lui-même est resté publiquement silencieux et n'a pas reconnu la paternité. Le succès de la ruse nécessitait un contrôle strict. Les fixeurs du studio s'assuraient que la presse ne fouille pas trop, et les chroniqueurs de potins étaient tenus à distance par l'histoire officielle de l'adoption. La fausse rumeur d'enlèvement de corps, la mise en scène de Mary McDonald à la Gone Girl. Au milieu des années 1950, alors que la télévision empiétait et que le contrôle des studios diminuait, certains acteurs eux-mêmes prenaient des mesures extrêmes pour générer de la publicité. L'un des exemples les plus bizarres fut le canular d'enlèvement de l'actrice Mary McDonald en 1957, surnommé The Body, pour son physique de bombe. Ce coup monté semblait tout droit sorti d'un roman à suspense. Et en effet,
peut avoir été inspiré par une affaire impliquant un faux enlèvement qui s'est transformé en scandale et soupçon. Le 4 janvier 1957, Mary McDonald a disparu de sa maison de Los Angeles dans des circonstances alarmantes. Sa mère a reçu un appel téléphonique affolé cette nuit-là d'un homme affirmant que lui et un complice avaient kidnappé Mary sous la menace d'une arme. Lorsque la police est arrivée chez Mary, elle a trouvé des signes de lutte et une mystérieuse lettre de rançon dans la boîte aux lettres. L'histoire a captivé le public. Une starlette glamour de Hollywood enlevée en pleine nuit. Étonnamment, Mary a refait surface le lendemain, trouvée hébétée près d'une autoroute. Elle a raconté aux autorités une histoire incroyable. 2 hommes étranges s'étaient introduits par effraction, l'avaient droguée et l'avaient retenue captive dans une maison isolée. Elle a affirmé s'être échappée lorsque les ravisseurs, effrayés par les bulletins radio sur la chasse à l'homme, l'ont relâchée au bord de la route. Elle avait même des blessures légères, des contusions, des dents fissurées, cohérentes avec une épreuve. Au début, les médias et le public l'ont traitée comme une victime d'un crime horrible, mais bientôt, les détails ne concordaient plus. Les enquêteurs ont remarqué que Mary semblait étrangement proactive pendant sa supposée captivité. Elle avait réussi à appeler un chroniqueur de potin et son agent lorsque les ravisseurs ne regardaient pas, et elle donnait différentes versions des événements à différentes personnes. La police a trouvé un roman chez elle, The Fuzzy Pink Nightgown, dont l'intrigue implique l'enlèvement simulé d'une star de cinéma. Le scepticisme grandit autour de l'idée que Mary McDonald avait peut-être orchestré tout l'épisode comme un coup de publicité. Un grand jury a été convoqué pour examiner les incohérences. Finalement, bien que beaucoup soupçonnaient une imposture, aucune accusation n'a été portée. Les preuves étaient non concluantes. Mary a insisté avec indignation qu'elle avait vraiment été enlevée, bien qu'elle ait ensuite retiré certaines affirmations. Mary McDonald elle-même était la figure centrale et probablement la maîtresse d'œuvre. En 1957, sa carrière cinématographique avait ralenti, et elle était mieux connue pour sa vie personnelle tumultueuse que pour des succès récents. Aucun studio n'était directement impliqué. En fait, les studios étaient embarrassés par l'incident. C'était un coup de publicité perpétré soit par Mary seule, soit avec un petit cercle, plutôt qu'un événement de relations publiques sanctionné par un studio. En fait, on pourrait dire que ce coup était une tentative désespérée d'une star déclinante pour générer des gros titres par elle-même. Mary avait pour surnom « Le Corps » et avait joué dans quelques films dans les années 40. Vers le milieu des années 50, elle a peut-être senti sa célébrité décliner. Il est aussi possible qu'elle ait eu des motifs personnels entremêlés à des problèmes psychologiques. Certains récits suggèrent que Mary avait un penchant pour le drame et pourrait avoir eu des difficultés émotionnelles. Quoi qu'il en soit, organiser un faux enlèvement est une mesure extrême, impliquant qu'elle se sentait n'avoir rien à perdre. Elle savait que la presse se précipiterait sur une telle histoire sensationnelle. C'était essentiellement un appât à manchette. Initialement, le public et la presse ont réagi avec choc et sympathie. Pendant un court moment, Mary McDonald était sur toutes les premières pages en tant que demoiselle en détresse ayant survécu à un cauchemar. Cependant, à mesure que les contradictions apparaissaient, le ton est passé au scepticisme et à la dérision. Quand la nouvelle a filtré que le grand jury n'avait trouvé aucune preuve solide d'un véritable enlèvement, beaucoup ont conclu que c'était un coup de publicité. Le tribunal de l'opinion publique peut être sévère. Mary est passée d'objet de pitié à sujet de moquerie dans certains cercles. Les titres qui lisaient autrefois « Starlet enlevée » se sont transformés en phrases cyniques sur une escapade à la Gone Girl. Pourtant, faute de preuves définitives de la supercherie, certains fans lui ont accordé le bénéfice du doute. L'affaire restait officiellement non résolue, ce qui, en quelque sorte, prolongeait le mystère. Mais dans l'ensemble, on sentait que sa crédibilité avait été sérieusement entamée. Hollywood, toujours méfiant envers les mauvaises publicités, s'est probablement éloigné. Les producteurs réfléchiraient à 2 fois avant d'embaucher quelqu'un qui a orchestré une farce nationale. Jayne Mansfield, la reine des coups de publicité scandaleux. Aucune discussion sur les coups de publicité de l'âge d'or n'est complète sans Jayne Mansfield, la blonde des années 1950 qui a pratiquement fait des coups de publicité sa carte de visite. Contrairement aux autres de cette liste, les coups d'éclat de Mansfield n'étaient pas des crises ponctuelles ou des dissimulations, mais une stratégie continue pour rester dans les gros titres. Ils allaient de tenues vestimentaires, osées à un comportement public choquant, scandaleux et souvent délibérément mis en scène. Les coups de publicité de Mansfield étaient parfois ludiques, souvent provocateurs, et occasionnellement se retournaient contre elle. Mais ils ont fait d'elle l'une des actrices les plus discutées de
de son époque. Jayne Mansfield a orchestré d'innombrables petits événements pour générer de la presse, lui valant une réputation de habile promotrice d'elle-même. Certaines de ses cascades les plus infâmes, des dysfonctionnements de garde-robe intentionnels. Mansfield était connue pour s'exposer accidentellement. En janvier 1955, lors d'un événement de presse en Floride pour le film d'une autre star, elle portait un bikini rouge mal ajusté. Au moment parfait pour les photographes, Jayne a plongé dans une piscine, et son haut s'est détaché. La presse a pris des photos d'elle remontant à la surface seins nus, ce qui a provoqué une sensation. Cet incident a conduit directement Warner Brothers et Playboy à l'approcher avec des propositions, exactement le genre d'attention qu'elle recherchait. De même, en juin 1955, sa robe sans bretelles est tombée jusqu'à sa taille 2 fois en une soirée. Une fois lors d'une fête de film, plus tard dans une boîte de nuit, exposant sa poitrine aux spectateurs et aux caméras. Chaque fois, des gros titres ont suivi. La photo du dîner de Sophia Loren, en 1957. Peut-être que la cascade la plus emblématique de Mansfield a eu lieu lors d'un dîner à Beverly Hills, organisé en l'honneur de l'actrice italienne Sophia Loren. Jayne, qui ne voulait pas se faire éclipser, portait une robe extrêmement décolletée et s'assura d'être assise à côté de Loren. Alors que les flashs crépitaient, Mansfield se pencha théâtralement en avant, laissant sa poitrine généreuse déborder de sa robe, exposant délibérément un mamelon. Le regard de côté de Sophia Loren sur la poitrine de Jayne a été capturé dans une photo désormais célèbre. L'image, où Loren semble consternée par ce que Mansfield montrait accidentellement, a été publiée dans le monde entier et est devenue l'une des photos les plus discutées de la décennie. C'était manifestement un coup de publicité. Mansfield savait qu'un tel affichage évident lui volerait la vedette. Publicité pour le scandale. Le répertoire de Mansfield incluait également des choses comme se promener dans les rues bondées en tenue légère, apparaître à des événements avec son chihuahua de compagnie en ne portant qu'un bikini, et même des coups farfelus comme devenir la première actrice américaine à apparaître nue dans un film sonore grand public, le film de 1963, Promise. Elle a organisé la présence de photographes sur le plateau pour que la nouvelle de ces scènes de nu fasse les gros titres avant même la sortie du film. Elle s'est offert une fête d'anniversaire sur une plage nudiste en 1960. À Rio de Janeiro pendant le carnaval 1958, elle a choqué les spectateurs en apparaissant seins nus sur un char. En gros, aucun lieu n'était interdit pour une mise en scène de Jayne Mansfield d'Hollywood à l'Europe. Elle créerait une sensation. Jayne Mansfield elle-même était la force motrice, bien que ses attachés de presse aient certainement aidé à coordonner. Au début de sa carrière, la 20th Century Fox a essayé de la modeler comme la prochaine Marilyn Monroe et a probablement toléré certaines de ses frasques. Le premier mari de Mansfield était un professionnel des relations publiques, ce qui pourrait expliquer son talent pour le marketing. Plus tard, alors que ses rôles au cinéma diminuaient, Jayne a exploité sa renommée en faisant des spectacles de cabaret et des apparitions. Elle était donc essentiellement sa propre machine de publicité. Aucun studio unique n'organisait cela. Mansfield contrôlait son propre PR, parfois même contre les souhaits des studios. Contexte et motivation. Jayne Mansfield est arrivée sur la scène au milieu des années 1950, quand Marilyn Monroe était reine. La motivation de Mansfield était de se faire remarquer et de se tailler sa propre place en tant que blonde audacieuse d'Hollywood. Avec une silhouette très voluptueuse et une personnalité enjouée, elle a compris tôt que l'attention des médias pouvait être attirée en offrant à la presse quelque chose de piquant à publier. Son credo aurait pu être « faire la une tous les jours », que ce soit en apparaissant à une première de film dans une robe moulante risquant de se déchirer, ou en feignant une défaillance vestimentaire. Elle brouillait consciemment la ligne entre starlette et chasseuse de publicité. Le contexte était également que vers la fin des années 1950, le système des studios s'affaiblissait. Les stars avaient plus de liberté pour créer leurs propres coups publicitaires, et Mansfield a saisi cette liberté. Elle a également reconnu que la controverse maintenait son nom en circulation, même si ses films n'étaient pas des succès au box-office. En un sens, Mansfield a préfiguré le style de célébrité moderne de la télé-réalité qui est célèbre pour être célèbre. Un article a noté qu'elle a créé le modèle pour les stars de télé-réalité d'aujourd'hui à travers son personnage soigneusement façonné et ses cascades publicitaires célèbres. Chacun de ces mouvements était calculé pour l'espace des colonnes. La motivation était une autopromotion pure, une tentative de rester relâche,
pertinente et rentable grâce à l'engouement des médias. Elle aimait l'effet de choc et jouait la blonde innocente et écervelée en public, tout en étant en réalité très habile en manipulation médiatique. Réaction du public à l'époque. Les réactions étaient mitigées au fil des années. Au départ, le public était titillé et amusé. Au milieu des années 50, les spectateurs et la presse trouvaient ces coups audacieux et amusants. Une sorte de malice qui repoussait les limites de l'ère Eisenhower, mais qu'on pouvait prendre à la légère. Les magazines masculins l'adoraient. Elle a fait la couverture du magazine Life et a bénéficié de beaucoup de publicité qui la présentait comme le nouveau symbole sexuel désinhibé. Cependant, à mesure qu'elle répétait les mêmes astuces, un retour de bâton s'est produit. Vers la fin des années 1950, les médias grand public ont commencé à la critiquer. Un éditorial largement cité à l'époque réprimandait Mansfield, et ce comme elle en disant « Nous sommes amusés quand mademoiselle Mansfield s'efforce de rentrer son ventre pour mieux remplir son bikini. Mais nous nous mettons en colère quand des femmes en quête de carrière saisissent toutes les occasions pour exhiber leur anatomie sans qu'on le demande. » Cela capture le changement de ton du public, passant de l'amusement à l'irritation. Les gens commençaient à voir les cascades comme désespérées et vulgaires. En effet, la surexposition constante de Mansfield a conduit à des rendements décroissants. Fox l'a laissé tomber après un certain temps, en partie parce que sa presse négative commençait à éclipser son véritable jeu d'actrice. Les créateurs refusaient de travailler avec elle, de peur qu'elle ne les embarrasse délibérément en sortant de leur robe. Au début des années 1960, certains lieux affichaient littéralement des panneaux comme Jane Mansfield interdite, pour éviter le genre de spectacle qu'elle pourrait provoquer. Elle a commencé à symboliser le côté kitsch de la publicité des célébrités. Pourtant, il est notable qu'elle a gardé une forte base de fans et a continué à être à l'affiche des spectacles. Certains segments du public aimaient toujours qu'elle leur donne matière à discuter. Les tabloïds ont continué à couvrir avec enthousiasme ses exploits scandaleux jusqu'à sa mort prématurée en 1967. Le spectacle extravagant des funérailles de Rudolph Valentino, 1926. Lorsque l'icône du cinéma muet Rudolph Valentino est mort subitement à l'âge de 31 ans, son décès prématuré fut une véritable tragédie. Cependant, ce qui a suivi est devenu l'un des premiers coups de publicité les plus macabres de Hollywood. Le manager de Valentino et un directeur de pompes funèbres ont décidé de transformer les funérailles en un événement médiatique extravagant, dans l'espoir de cimenter la légende de l'acteur et d'attirer d'énormes foules. Les funérailles ont eu lieu à New York, où le corps de Valentino est resté exposé pendant des jours. Des dizaines de milliers de personnes en deuil ont rempli les rues, et la rumeur dit que des acteurs professionnels ont été engagés pour se faire passer pour des fans hystériques, s'effondrant et pleurant pour ajouter du drame. Le chaos atteignit de tels extrêmes que la police dut former des barricades, et certains admirateurs éperdus auraient perdu connaissance dans la foule de spectateurs. Les organisateurs des funérailles ont également encouragé les journaux à publier des histoires dépeignant Valentino comme un martyr romantique, alimentant une frénésie de chagrin. Pour parfaire le tableau, une mystérieuse dame en noir venait régulièrement déposer des roses sur la crypte de Valentino, un geste que beaucoup soupçonnent d'avoir été orchestré pour maintenir l'attention des médias. Bien qu'une grande partie du public ait véritablement pleuré Valentino, les critiques ont dénoncé le spectacle comme une exploitation de mauvais goût. Certains participants se sentaient manipulés, sentant que la théâtralité excessive éclipsait le véritable héritage de l'acteur. Néanmoins, le coup a fonctionné dans une certaine mesure. Le statut mythique de Valentino a grimpé en flèche après sa mort, le solidifiant comme une légende du cinéma muet. Même des décennies plus tard, les historiens d'Hollywood notent que cet enterrement est un exemple précoce de douleur publique transformée en opportunité de publicité. C'était un rappel puissant qu'à Tinseltown, même la mort pouvait être gérée comme une mise en scène pour un maximum de battage médiatique. Et probablement, un profit maximal. La grande recherche de Scarlett O'Hara, 1937 à 1938. La quête du producteur David O. Selznick pour attribuer le rôle de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent est devenue une campagne publicitaire d'1 an qu'on pourrait qualifier de chasse au talent à l'échelle nationale mêlée de spectacles de studio. Après avoir acquis les droits de film en 1936, Selznick annonça publiquement qu'il parcourait l'Amérique pour trouver l'actrice parfaite. L'idée d'une recherche de casting à grande échelle n'était pas nouvelle, mais Selznick l'éleva à un art du marketing, au fur et à mesure. Au cours des années 1937 et 1938, le producteur a délibérément divulgué des histoires aux magazines de fans sur des starlettes non éprouvées auditionnant en masse.
Les studios ont présenté leurs acteurs sous contrat et les amateurs faisaient la queue devant les bureaux de casting, convaincus qu'ils pourraient devenir la prochaine sensation belle du Sud. Les journalistes écrivaient des mises à jour haletantes sur chaque nouvelle candidate. Paulette Goddard, Joan Bennett, même Lana Turner, attisant la curiosité du public. Des essais à l'écran très médiatisés étaient organisés devant les caméras de la presse. Selznick alimentait les spéculations en laissant entendre qu'une parfaite inconnue serait peut-être découverte, éveillant l'espoir dans toute l'Amérique des petites villes. Dans les coulisses, Selznick avait déjà quelques noms connus d'Hollywood en tête. Pourtant, en entretenant la machine à rumeurs, il transforma le processus de casting en un gigantesque événement promotionnel, bien avant qu'un seul cadre ne soit tourné. Les magazines de fans publiaient chaque semaine des colonnes intitulées « Scarlet Search ». Des segments radio débattaient du meilleur candidat. Cela non seulement maintenait autant en emporte le vent à la une des journaux, mais permettait également à Selznick de jauger l'opinion publique sur diverses actrices. Finalement, l'actrice britannique Vivien Leigh a décroché le rôle. La découverte de Leigh lors d'une fête du réveillon du Nouvel An était le dernier rebondissement dramatique de la saga. À ce moment-là, le film était le projet le plus discuté à Hollywood, et le public était préparé pour sa sortie éventuelle. Les critiques ont ensuite souligné que la cascade brouillait la frontière entre les besoins de casting authentique et le spectacle ostentatoire. Mais en tant qu'aperçu de l'échelle épique du film, c'était indéniablement efficace. Calendrier nu de Marilyn Monroe, scandale devenu triomphe de relations publiques, 1952. Avant que Marilyn Monroe ne devienne la blonde la plus célèbre au monde, elle était un mannequin en difficulté à la fin des années 1940. Elle a posé nue pour un photographe afin de gagner un modeste cachet, de l'argent dont elle disait avoir désespérément besoin pour le loyer. Des années plus tard, en 1952, ces photos nues refirent surface et menacèrent de créer un scandale dommageable pour la starlette montante, qui était soigneusement commercialisée comme une ingénue à la peau fraîche par la 20th Century Fox. Au départ, le studio paniqua à l'idée d'une controverse de pin-up lascive. La sagesse conventionnelle disait qu'une carrière d'actrice exposée pourrait être terminée. Cependant, Monroe a fait quelque chose d'inattendu. Au lieu de le nier, elle a admis avoir posé nue, expliquant qu'elle était fauchée et n'avait pas d'autre choix. Sa confession candide et sympathique, exprimée avec un mélange de vulnérabilité naïve et d'acceptation confiante, a surpris la presse. Saisissant une opportunité, Fox a changé de cap et a transformé le potentiel scandale en une histoire triomphante de sous-estimés. Voici une jeune actrice relaitable, luttant pour payer son loyer comme tout le monde, qui n'avait rien fait de pire que de poser pour des photographies de bon goût. Le public a réagi avec chaleur et curiosité, plutôt qu'avec indignation morale. Les journaux ont mis en avant la sincérité de Monroe. Les magazines masculins l'ont présentée comme une personnalité audacieuse et honnête, et les femmes ont sympathisé avec son histoire de survie. La controverse s'est rapidement transformée en une vague de publicité, et la célébrité naissante de Marilyn a explosé. Le courrier des fans a grimpé en flèche. La fréquentation de ses films a augmenté. Pendant ce temps, l'existence du calendrier est devenue une sorte de secret de polichinelle, ce qui n'a fait qu'accroître son mystère. À la fin, le scandale du calendrier de nu n'était pas du tout un scandale, mais plutôt un coup de maître en matière de relations publiques. La volonté de Monroe d'être transparente et le choix de Fox d'embrasser l'histoire, plutôt que de l'étouffer, ont transformé la presse négative en une véritable plateforme qui l'a propulsée dans la liste A de Hollywood. Cela reste un exemple classique de la manière dont une stratégie publicitaire habile peut transformer un désastre potentiel en un succès de carrière. Concours, Name the Star, de Joan Crawford, 1925. Avant qu'elle ne devienne Joan Crawford, elle était une jeune danseuse et actrice sous contrat avec MGM, nommée Lucille Fay Le Sueur. Les dirigeants du studio trouvaient Le Sueur maladroite et peu glamour. Alors ils ont conçu un coup publicitaire qui faisait également office d'étude de marché, un concours public pour redéfinir leur étoile montante. Les fans de cinéma étaient invités à proposer de nouveaux noms de scène, avec à la clé un petit prix en espèces et l'excitation de nommer une future sensation hollywoodienne. Les magazines et journaux ont publié des articles incitant les lecteurs à envoyer leur participation, suscitant une curiosité nationale. Qui aurait l'honneur de renommer cette nouvelle venue au visage rayonnant? Des milliers de suggestions ont afflué. Finalement, Joan Crawford fut déclarée gagnante. Au moment où la décision finale a été annoncée, les cinéphiles ressentaient un sentiment d'engagement personnel dans la transformation de Lucille.
Ce coup avait plusieurs fonctions. D'abord, il crée un buzz précoce autour d'une inconnue, signalant que MGM avait de grands projets pour elle. Deuxièmement, cela a commodément testé quel nom résonnait le plus auprès du public, donnant au studio un groupe de discussion intégré. Troisièmement, cela a présenté l'actrice comme une sorte de choix du public, exploitant l'excitation des fans qui avaient influencé son avenir. Et peut-être plus important encore, cela a résolu le problème de MGM d'un nom de famille difficile à commercialiser. Le Sueur avait plaisanté en disant qu'il ressemblait à Égout, guère la connotation dont une star glamour avait besoin. À court terme, le concours a été un succès mineur dans la presse des fans, générant de la curiosité pour cette star en devenir. À long terme, cela a donné naissance à l'un des noms les plus durables d'Hollywood, Joan Crawford, qui allait connaître la gloire en remportant un Oscar et devenir l'une des plus grandes attractions du box-office de l'industrie. Le stratagème Name the Star a prouvé que même quelque chose d'aussi basique que le nom d'un acteur pouvait être exploité comme un événement promotionnel majeur à l'âge d'or. Les relations publiques sensationnelles d'Hollywood au début, les faux enlèvements et un lion dans un hôtel. L'un des premiers grands agents de presse d'Hollywood, Harry Reichenbach, a donné le ton pour des coups publicitaires audacieux dans les années 1910 et 1920. Reichenbach était légendaire pour ses stratagèmes publicitaires sensationnels, conçus pour générer des gros titres. Deux de ses exploits les plus infâmes étaient le lion dans l'hôtel. Pour promouvoir un film de Tarzan, Reichenbach a loué une suite à l'hôtel Belclair de New York sous un faux nom et a installé un lion adulte dans la chambre. Il a même commandé 15 livres de viande crue à la suite, afin que, lorsque le personnel de l'hôtel et la police enquêteraient inévitablement, ils trouvent un lion festoyant à l'intérieur. Reichenbach a calmement expliqué que le grand félin était la star de la première d'un prochain film de Tarzan. Contexte et motivation. Le coup était destiné à choquer le public et à éveiller la curiosité autour du film en créant une scène sauvage. Réaction du public. Les journaux se sont régalés en rapportant l'histoire d'un promoteur de film avec un lion de compagnie, et le film a obtenu une publicité gratuite. Impact à long terme. Cette escapade a cimenté la réputation de Reichenbach en tant que maître du battage médiatique et a montré au studio comment le spectacle pouvait se traduire par des ventes de billets. Elle a également suggéré des risques éthiques, mais dans ce cas, aucun mal n'a été fait au-delà de la frayeur. Faux enlèvements et audace. Sauvetage. Repoussant encore plus les limites éthiques, Reichenbach a à un moment orchestré un faux enlèvement d'une actrice qui devait jouer dans l'un de ses films. Il ne s'est pas arrêté à l'enlèvement. Il a orchestré une fausse poursuite policière à travers la frontière mexicaine pour la sauver. La cascade est devenue si élaborée qu'elle a attiré l'attention indésirable du gouvernement. Cela a provoqué une lettre en colère de l'administration du président Woodrow Wilson, implorant Reichenbach d'arrêter ses pitreries. Contexte et motivation. Einsiebast, l'idée était de créer un drame de première page autour de la disparition d'une starlette et de son sauvetage héroïque, publiant ainsi le film comme un événement sensationnel. Réaction du public. Initialement, la nouvelle de l'enlèvement d'une star aurait provoqué l'alarme et une couverture médiatique massive, exactement comme prévu, jusqu'à ce que la vérité émerge. Mais impliquer le gouvernement américain ne faisait pas partie du plan. Cela indiquait que la cascade était allée trop loin. Impact à long terme. Ce canular a endommagé la confiance et mis en lumière les limites éthiques des coups de publicité. Reichenbach, réprimandé par le président, a dû réviser ses méthodes. L'incident est devenu une légende d'Hollywood, illustrant comment les premiers agents de relations publiques marchaient sur une ligne fine entre promotion astucieuse et fraude flagrante.